Le directoire, qui siège au Palais du Luxembourg, craint d'être renversé. Et Sieyès, le plus actif des 5 directeurs, décide de prendre les devants. L'intention de Sieyès est de tenter un coup d'État légal pour réviser la Constitution. Pour cela, il a besoin d'un sabre. Sans la certitude d'avoir les armées pour soi, on ne peut rien faire. Pour le reste, Sieyès n'a pas prévu grand-chose, si ce n'est de substituer un autre nom à celui du directoire devenu odieux, Mémoire de Talleyrand. Ce coup d'État tel que le prévoit Sieyès est un coup d'État politique dont Sieyès est le maître d'œuvre et où le sabre n'est en fait qu'un adjuvant au cas où les choses tourneraient mal. Mais le général Bonaparte n'a qu'un rôle d'appui dans ce coup d'État. Sieyès et Bonaparte passent à l'action le 9 novembre 1799, le célèbre 18 Brumaire. En un mot, Sieyès et Bonaparte ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent que celui-ci leur soit offert. Et pour mener à bien leur plan, les 2 comploteurs ont un allié dans la place, le président du Conseil des 500, Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon. Le Conseil des Anciens, sous prétexte de l'agitation qui régnait dans Paris, transféra le corps législatif à Saint-Cloud. On se flattait par là de prévenir tout obstacle au plan concerté. La garde directoriale, une foule d'officiers généraux et de militaires de tout grade, se portèrent à Saint-Cloud. Malgré cet appareil de force, on rencontra dans le Conseil des 500 une opposition telle qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne fit tout échouer. Mémoire de Talleyrand. En effet, Bonaparte a voulu pénétrer dans la salle où siège l'Assemblée. Il est pris à partie par les députés. Le désordre s'installe. La troupe envahit l'Assemblée et la situation est aussitôt retournée. Terrorisés, la plupart des députés s'enfuient, au besoin par les fenêtres. On en récupérera quelques-uns pour leur faire signer la remise du pouvoir, exécutif et constitutionnel, à un triumvirat de consuls, dont bien sûr Sieyès et Bonaparte. Ce triumvirat n'est en réalité qu'une façade. Le coup d'État de parlementaire est devenu un coup d'État militaire. Et l'homme fort qui était Sieyès ne l'est plus, c'est maintenant Bonaparte. Les choses ne vont pas traîner. Il ne faudra que quelques semaines à Bonaparte pour supplanter ses 2 collègues et faire rédiger une constitution à sa seule convenance. Lorsqu'arrive l'année 1800, Bonaparte est le seul de la France. Il a 30 ans. La guerre a porté Bonaparte au pouvoir, et la guerre va lui permettre de s'y maintenir. Car la guerre continue. L'Angleterre et l'Autriche n'ont pas renoncé à se battre et Bonaparte doit partir retrouver les champs de bataille. Dans les mois qui suivent, l'Autriche, puis l'Angleterre acceptent de négocier la paix. Ça fait 6 mois seulement que Bonaparte est au pouvoir. Et il y a toujours des gens en France qui ont vu passer beaucoup de régimes politiques qui duraient 1 an et qui se disent que pour l'instant Bonaparte, ça peut être quelque chose de très court. Après Marengo, ce n'est plus tout à fait la même chose. Bonaparte devient vraiment, dans l'opinion publique et aussi dans l'opinion de la classe dirigeante, quelqu'un qui va durer. Bonaparte va profiter de cette embellie pour consolider son pouvoir. La Constitution est à nouveau amendée pour le nommer consul à vie, avec des pouvoirs qui en font un monarque sans le titre. D'une certaine manière, Bonaparte incarne quelque chose de rassurant. L'autorité suprême d'un chef, d'un personnage charismatique. Il se retrouve dans un système qui est finalement beaucoup plus rassurant pour le contexte de l'époque que la démocratie.
Il est temps de montrer au monde qu'on peut être un soldat et aussi un bâtisseur. Bonaparte a décidé de transformer la capitale et d'en faire, dit-il, la plus belle ville ayant jamais existé. Et il ne se contentera pas d'embellir Paris. Les réformes qu'il lance dans tous les domaines, juridiques, politiques, économiques, sont d'une ampleur impressionnante. La France va complètement se réorganiser en 2 ans. Quand il prend le pouvoir en France, il arrive avec une idée complète de ce que doit être un pays moderne. Il s'intéresse aussi aux arts plastiques et à la musique. Les plus grands esprits européens, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, célèbrent la gloire du premier consul, incarnation des idéaux et des espoirs de la Révolution. Il faut comprendre le prestige de Bonaparte. Il est l'équivalent pour l'Europe de ce qu'a été Washington pour les États-Unis. Rédigé pendant le consulat, le Code civil est l'élément essentiel de la politique d'ordre et de sécurité que le premier consul veut établir. Les droits et les devoirs des citoyens, ça c'est une invention de la Révolution. Mais il n'y avait pas un texte central, il fallait que ces droits et les devoirs du citoyen donnent naissance à un grand système social, juridique, social, pour permettre à la société de fonctionner. Dès 1801, Bonaparte décide de rétablir une paix religieuse fortement troublée pendant la Révolution et il négocie et signe avec le pape un nouveau concordat. Le premier consul, en gouvernant habile, sait admirablement se servir des récompenses publiques et le prouve en créant la Légion d'honneur. Lorsqu'arrive l'année 1804, Bonaparte a 35 ans. Il règne en monarque aussi absolu que Louis XIV, mais il lui manque la couronne, et il décide qu'il la lui faut. Il veut être roi. Il pense que la position de la France dans le monde fait d'elle un empire, dont Napoléon Bonaparte doit être l'empereur. Ça le mettrait sur un rang équivalent à celui des autres grands monarques d'Europe. Il ne serait plus un parvenu, mais un membre du club. Avec son pouvoir de premier consul, il semble avoir entre les mains l'autorité suprême. Oui, il a tout. Sauf quelque chose d'important, la pérennité, la durée. S'il meurt, tout ce qu'il a fait tombe. Enfin, l'Empire veut donc assurer cette pérennité de son œuvre, mais c'est surtout par là le moyen de dire les transformations qui ont eu lieu en 1789 sont irréversibles. Dans la matinée du 2 décembre 1804, un imposant cortège se dirige vers Notre-Dame. Un Senatus consulte a soumis au vote de la nation, qu'il a massivement approuvé, la proposition suivante. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. Napoléon est empereur héréditaire des Français. Malgré le froid, des milliers de spectateurs enthousiastes se sont massés sur le passage du cortège et devant la cathédrale. Les tapisseries et les étendards dont ses piliers et ses murs sont recouverts font plus penser à la scène d'un théâtre profane qu'à un sanctuaire chrétien. Bonaparte tient à ce que son couronnement soit consacré par l'Église. Pour cela, pas de meilleur moyen que la présence du pape. Il a le coup de génie de faire venir à Notre-Dame de Paris le pape. Il lui donne en quelque sorte le sacrement. C'est Dieu qui indique que désormais les transformations de 89 demeureront à jamais établies.
À pas compter, Napoléon et Joséphine vont se diriger vers les 2 trônes qui les attendent. Les frères de l'empereur l'entourent pour l'aider à porter le manteau impérial rehaussé d'or et de pierres précieuses et qui pèse près de 40 kilos. 10 ans plus tôt à peine, les Français ont guillotiné leur roi. Les voilà qui couronnent un empereur. Prenant sa couronne des mains du pape, il la place sur sa tête. Puis, se tournant vers Joséphine, il la couronne impératrice. Je suis l'instrument du destin. Celui-ci se servira de moi aussi longtemps que j'accomplirai ses desseins. Puis, il me brisera comme du verre.